C'est vrai, quand la musique arrête, c'est moi. Donc, quels sont les principaux KPI du Social Analytics, donc des indicateurs de performance? Ceux qui avaient assisté à ma présentation en 2009 vont reconnaître ici ma petite photo, n'est-ce pas? Ben, c'est pas compliqué. Les KPI, au départ, la réponse est facile, c'est vos critères de succès. C'est la même chose. Vous savez, ceux qui ont lu notre ouvrage, et je pense qu'il y a de nombreux lecteurs ici, ou futurs lecteurs du moins, ceux qui ont lu notre ouvrage sur le Web Analytics auront vu que dès le chapitre 2, on parlait de l'importance d'établir ses propres indicateurs de performance, ses propres KPI. Pourquoi avions-nous fait le choix de parler des indicateurs de performance dès le début du livre? C'était parce que pour nous, établir son cadre d'analyse, définir ce qui est pour soi notre succès, qu'est-ce qui va faire qu'on aura du succès en ligne, devait conditionner nécessairement le reste de l'activité quand on venait au type d'analyse à faire, au type de technologie à acheter et à implémenter. Donc, notre position dans le livre, c'était de dire, avant d'acheter de la technologie, il faut encore définir qu'est-ce qui sera important pour nous. C'est un peu en réponse aussi à Madame tout à l'heure. Donc, avec les réseaux sociaux, ça ne change pas. Vous savez, pourquoi vous y êtes? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que c'est supposé vous rapporter? Quels sont les gains business pour votre entreprise? C'est ce que vous devez mesurer. Donc, évidemment, la première étape, c'est de définir ce succès pour vous. Je dirais, par contre, je vois deux types de métriques. Bon, un type que j'appelle exogène, si vous voulez, c'est-à-dire où on va traiter les réseaux sociaux comme source de trafic vers, par exemple, le site Internet. Alors, ceux qui viennent de Twitter, ceux qui viennent de Facebook, comment se comportent-ils sur notre propriété web, sur nos sites web, en comparaison à la recherche organique ou bien aux AdWords ou aux affiliés, etc., etc., etc. Donc, c'est de considérer les réseaux sociaux en termes de trafic qu'ils envoient vers nos sites web. Petite note ici, dans la plupart des projets dans lesquels je suis impliqué, je vous dirais que les réseaux sociaux, encore une fois, Facebook et Twitter, on s'entend, restent encore des sources très confidentielles de trafic. C'est encore vraiment, vraiment, vraiment très confidentiel, c'est-à-dire 1, 2 3 Bon, j'ai commencé dans la dernière année à avoir du 5-6 peut-être, mais bon, vous avez peut-être des exemples contraires, écoutons-les, mais pour l'instant, c'est encore assez marginal, assez confidentiel. Et évidemment aussi le rôle des réseaux sociaux dans le cycle d'achat. Là, il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire, à savoir que, évidemment, en analysant les réseaux sociaux comme source de trafic, inévitablement, on a tendance à appliquer le schéma j'arrive, je me convertis. Donc, on va regarder finalement qu'est-ce qui se passe tout particulièrement avec ces visites, alors que les réseaux sociaux peuvent évidemment jouer un rôle. Enfin, je dis évidemment, c'est ce qu'on essaie de comprendre, jouer un rôle plus en amont, c'est-à-dire en termes, par exemple, vous savez, dans le AIDA du marketing classique, le awareness, donc la prise de connaissance de la marque, être au courant de la marque. Donc, peut-être être mis en contact avec la marque dans les réseaux sociaux et par la suite utiliser, par exemple, Google, le moteur de recherche, pour aller sur les sites web. Donc, il y a présentement beaucoup de travail qui se fait sur l'attribution, donc, vous savez, ces modèles d'attribution, et les réseaux sociaux tendent à être assez en amont quand ils jouent un rôle. Bien que dans beaucoup de cas, j'ai vu que finalement les réseaux sociaux jouaient peu de rôle quand on les quand on les analysait en fonction d'une conversion directe. Le débat est ouvert. D'autres types de métriques que j'appelle plus endogènes, c'est-à-dire plus je dirais, caractéristiques des plateformes qu'on utilise. Donc, il y a la taille de l'audience, on le voit, n'est-ce pas? Qu'on pense par exemple à des chiffres comme Facebook, là, bon, c'est devenu des likes, c'était des fans. Moi, je n'arrive pas à m'habituer à appeler ça des likes, j'appelle ça des fans, moi, je parle de personne. Et puis, bon, les friends of fans, c'est-à-dire les amis des amis. Je vous avoue, par contre, que je me pose de sérieuses questions sur le chiffre que Facebook va annoncer. Vous voyez? J'ai 9500 fans, mais j'ai un potentiel de 2 millions d'amis, de fans. Donc, vous savez, deuxième niveau, on est rendu à 150 millions. Alors, vous savez,
après 3-4 étapes, on est rendu à 7 milliards. Là. Je trouve que j'ai des doutes sur la véracité. Bah, c'est vrai, parce que c'est une multiplication, c'est une addition simple de tous les membres et de tous leurs propres connexions. Mais il ne faut pas croire que parce que vous avez publié quelque chose sur votre page Facebook et Twitter aussi, que les 2 millions de personnes qu'on vous annonce vont l'avoir vu. Hein. eConsultancy déclarait d'ailleurs que tout post pris en lui-même sur une page Facebook est vu en moyenne par 17% des followers, des fans. Alors, si vous avez 9000 fans, ben, c'est 17% de ça, donc 1000 et quelques, qui aura vu un post en particulier. Donc, sur la taille de l'audience, évidemment, ben, les chiffres, les plateformes des réseaux sociaux rendent ces chiffres très accessibles, et c'est normal, parce que je vous dirais que beaucoup de marques focalisent beaucoup sur cette dimension de ce qu'elles font sur les réseaux sociaux. On veut absolument augmenter l'audience, et j'y reviendrai, je vous donnerai quelques exemples. Il y a aussi ce que j'appelle aussi les degrés d'engagement. Bon, engagement, je trouve que c'est un terme un peu fourre-tout, là. On interagit, donc les membres sur le web, hein, les gens sur le web sont engagés avec la marque. Mais au moins, on est capable de suivre des actions très concrètes, comme mentionner la marque ou retweeter, ou du moins, il y a un ensemble d'interactions avec les contenus que la marque publie, évidemment, qu'on peut analyser, qui représentent un certain intérêt, nul doute. Il y a aussi ce qui, pour moi, m'intéresse le plus, c'est ce que j'appelle les actions de partage, c'est-à-dire ce que font les membres pour faire circuler une information à travers leur réseau. On pense entre autres aussi au bouton de partage qu'on peut même avoir sur son propre site web. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais là, je trouve que c'est des actions qui sont vraiment très intéressantes parce que à partir du moment qu'on a décidé de propager le message de la marque à son réseau, là, on commence à faire vraiment une action dite sociale. C'est un geste dit social de faire ça. Bon, pour revenir aux auditoires, bon, ben, vous savez, c'est assez fréquent de parler de la taille de l'audience sur Facebook ou sur Twitter. Vous avez combien de followers, vous, sur Twitter? Hein? Moi, j'ai plus de fans que toi. Bla. On pense à Coca-Cola ici. Quand j'ai présenté cette slide-là au début de l'année, ils étaient rendus à 39 millions de fans. Là, ils sont 52 millions. On peut les féliciter. On peut évidemment s'ébahir, mais vous savez, 52 millions de fans sur 3 milliards de clients, est-ce que c'est vraiment gros? Est-ce que c'est vraiment significatif? Est-ce que même si chacun des 52 millions de fans achetait une bouteille de Coca de plus par semaine, est-ce que ça ferait vraiment une différence à la fin de l'année dans les ventes de Coca-Cola? Et puis, de toute façon, ils sont des fans déjà de la marque, donc il est fort probable qu'ils en consomment déjà beaucoup, n'est-ce pas? Donc, je trouve que je constate, moi, qu'il n'y a pas assez de marques qui regardent avec un esprit critique la taille de leur audience sur les réseaux sociaux. Je pense que, où c'est souvent un premier constat, une première déception, c'est de réaliser que finalement, on a très peu de monde qui nous suivent. Vous savez, on ne peut pas tous être... Si on est un individu, moi je considère que si on est un individu, être célèbre va vous apporter beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. On connaît très peu de personnes qui sont devenues célèbres que sur les réseaux sociaux. Et pour une marque, évidemment, si on n'est pas très ce que j'appelle, moi, sexy, vous savez, si on prend ici aux États-Unis Kraft Foods avec 35 000 followers, ben, c'est pas Apple. Hein? C'est pas ou Harley-Davidson ici, évidemment. Dans le cas d'Harley-Davidson, on pourrait penser, par contre, que les 3 millions de fans, eux, représentent peut-être beaucoup plus, ont peut-être une proportion plus élevée de leur clientèle potentielle, parce que là, on connaît l'aspect très communautaire ou très d'une marque comme Harley-Davidson. Donc, il y a quand même un petit, je dirais, un regard un peu critique à avoir sur ce genre de chiffres. Donc, je mentionnais tout à l'heure les métriques du social share. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est de regarder comment nos contenus sont partagés. Et moi, je vous dirais, je dis souvent à des clients, à défaut d'avoir une stratégie
de présence Facebook ou Twitter très développée, au moins en attendant que vous la développiez, assurez-vous d'avoir sur votre propre site Web ce genre de bouton. Parce que je me dis, au moins, ça serait bête de ne pas permettre aux gens de partager et de propager votre message. Tous ceux qui analysaient des sites Web dans les 10 dernières années savent très bien que le send to a friend, envoyer à un ami, vous savez, on trouvait une page, il fallait remplir un formulaire presque, ça ne marchait pas. Personne ne le faisait. Ouais. Et puis, si vous l'envoyez à 3 autres, vous méritez une chance de. Personne ne le faisait, n'est-ce pas? Ça ne marchait pas, envoyer à un ami. Alors que les boutons ici, ce que j'appelle moi les boutons sociaux, ont vraiment réglé le problème. Parce que c'est sans effort. Qu'est-ce que ça coûte à un utilisateur de faire like ou share ou tous ces boutons qu'on retrouve, n'est-ce pas, plus one ou retweet ici sur Twitter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte rien. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a un grand, grand avantage à utiliser et à aller chercher un bénéfice de l'utilisation de ce genre de fonctionnalité sur ses propres pages Web. Il y avait une question qui n'avait pas été choisie, mais que je pense qui était fondamentale, c'est le concept des influenceurs, et je tiens à vous en parler parce que les influenceurs, on en parle beaucoup, évidemment. Pourquoi? Parce que les influenceurs ils sont les multiplicateurs. Ils sont ceux par qui les réseaux vivent. Et pourquoi on s'intéresse autant à la notion d'influenceur? Évidemment, parce qu'en marketing, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut influencer les influenceurs. Vous savez, cette notion que le marché est une conversation, qu'on entretient un dialogue avec les membres, avec sa communauté, c'est bien. Mais essayez d'en voir une conversation avec 1 million de personnes, avec 2 millions de personnes. On se rend compte rapidement que ce n'est pas... Vous savez, l'anglais a un terme qui dit « scalable ». Hein? C'est à un certain point, on n'arrive plus à le faire. Alors que si on peut identifier qui sont les vrais influenceurs dans notre communauté, bien, eux qui sont les retransmetteurs, donc les multiplicateurs, les retransmetteurs du message, bien, si on peut identifier 1000 influenceurs, on peut peut-être avoir cette conversation avec 1 million de personnes via leurs actions. Donc, identifier les influenceurs, influencer donc les influenceurs est au cœur de ce que j'appelle, moi, le social marketing, le marketing social, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on peut faire comme marketeur avec les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, un concept qui est vraiment fondamental ici en termes d'utilisation des réseaux sociaux. Je pense que ça... Oui. Par contre, avec les influenceurs, nous avons deux challenges. Entre autres, définir ce qu'est l'influence. Et quand on regarde les clouds, quand on regarde les différents types, les Redinsic, les différents types de produits, évidemment, l'influence n'est pas définie ou n'est pas calculée de la même façon. Pour moi, l'influence reste quand même fort simple. C'est la capacité de vous faire changer d'idée et ou de comportement. Si vous adoptez une nouvelle idée ou une idée contraire à ce que vous pensiez auparavant en adoptant la mienne, ou si vous adoptez un nouveau comportement, je vous ai donc influencé. C'est la définition classique, même psychologique, de l'influence. Par contre, là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des difficultés, du moins, il n'y a pas encore de standardisation sur ce qu'est véritablement l'influence. Moi, je pense on attribue une importance trop grande à la taille d'audience, entre autres. J'y reviendrai. Et aussi, les solutions n'ont pas, à mon avis, encore la meilleure approche, à savoir que, comme j'en parlerai un peu plus tard, l'influence devrait être définie comme étant beaucoup plus, du point de vue social, de la théorie des réseaux sociaux que de la théorie des médias, donc du broadcast, et nous y reviendrons. Là, je pense que je prends beaucoup de temps pour les questions. Hein. Il faudrait que je fasse plus court. Hein. Un petit dépassement, là. Ouais, voilà. Ouais, je me connais. Bon, là, alors, les mains, ça lève. Oulala, ça va être difficile. J'ai pas vu qui était le premier, j'ai pas vu. Pardon, alors, qui était le premier? J'ai pas vu. Ah, c'est le problème, hein? Bon. On l'a promis. Alors, Alexis? Ouais. Oui, bonsoir. Question, quelle distinction faites-vous entre le B2B et le B2C dans l'analyse des bons KPI à avoir et peut-être encore plus particulièrement sur les influenceurs? Ah, bonne question. Bonne question. Dans le B2B,
Personnellement, dans le B2B, je ne suis pas certain que les réseaux sociaux soient si efficaces. Les acheteurs, les décideurs économiques, comme on les appelle, ne sont pas nécessairement sur Twitter ou sur Facebook. Je vous avoue que pour une marque dans le B2B, déjà Facebook, je ne suis pas certain. Donc, votre question m'embête un peu parce que si on parle dans le B2C, ou bon, par exemple, comme j'en parlerai tout à l'heure, on peut voir comment le message vie est amplifié, comment on parle de la marque, quelle est la perception de la marque, pour faire référence à la question de monsieur tout à l'heure. Déjà, on essaie déjà dans le B2C de voir comment les réseaux sociaux vont influencer le chiffre d'affaires, quoi. Dans le B2B, je ne suis même pas certain si dans le B2B, du point de vue du branding, si les réseaux sociaux soient si efficaces. Une entreprise B2B, je dirais, vous savez, il vaut peut-être mieux continuer d'avoir une stratégie orientée site web. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer d'utiliser un peu les réseaux sociaux, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais je n'ai pas de cas de B2B où les réseaux sociaux feraient une différence énorme. Peut-être dans la petite ou très petite entreprise. Peut-être pour se faire connaître, mais encore là, moi, je crois que les clients de ces entreprises-là n'utilisent pas les réseaux sociaux pour trouver ou rechercher de nouveaux fournisseurs. Fait que vous avez peut-être un contre-exemple. Vous avez peut-être un exemple de... Peut-être plus dans la relation client, dans l'utilisation que progressivement les clients, en B2B y compris, vont faire des réseaux sociaux en termes de points de contact supplémentaires. Oui, évidemment, dans le B2C, on sait que, par exemple, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de membres vont utiliser leurs réseaux sociaux, évidemment, pour exprimer ce qu'ils pensent d'une marque ou d'un produit. Où c'est plus intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de membres beaucoup de personnes vont utiliser les réseaux sociaux pour poser une question sur, par exemple, ils veulent s'acheter une caméra ou peu importe, une nouvelle voiture, j'ai pensé à tel truc, est-ce que vous la recommandez? Donc, d'utiliser les réseaux sociaux dans une perspective de recommandation, je dirais, tôt dans le cycle d'achat. Ça, on peut voir que dans le B2C, ça fonctionne bien. C'est d'ailleurs la hantise de Google, parce que c'est ce qu'on appelle le social search. À partir du moment que vous n'allez plus sur Google quand vous vous posez une question de consommation, mais vous allez sur Facebook ou Twitter, parce que vous voulez bénéficier du filtre social, du filtre de votre réseau, parce qu'il y a parmi ce réseau-là des individus qui ont peut-être expérimenté le produit, l'ont peut-être déjà consommé, le search est fini. Hein? Et c'est ce qui fait la hantise de Google, à mon avis. Et c'est là où, si vous avez le réflexe, vous savez, aux États-Unis, même chez nous au Québec, on va dire « googlez-le »,« Google it »,« just Google it ». C'est devenu un verbe, au lieu de dire « cherchez-le ». Alors, le réflexe, c'est de Google. Mais demain, si le réflexe, c'est Facebook, quand vous considérez l'achat de nouvelles voitures, voyez-vous. Tandis que dans le B2C, je ne vois pas, moi, l'utilisation des réseaux sociaux dans ce type de recherche, par exemple, d'un fournisseur ou d'un nouveau partenaire. Je pense que dans le contexte B2B, la plupart des utilisateurs qui ont une page Facebook ou un compte Twitter le font vraiment à titre personnel. C'est ma perception, c'est ce que j'ai vu jusqu'à présent. Ouais. Donc, on va passer aux autres questions. Je crois qu'il y avait pas mal de questions par là. Oui. Vous pouvez rester là, c'est parce qu'il faut que je sois devant les speakers, les haut-parleurs. Ouais. Alors en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de la mesure d'audience parmi les KPI. Et j'aurais aimé savoir en fait comment vous distinguiez aujourd'hui les faux profils, les bots en gros des vrais profils et comment vous preniez ça en compte dans les KPI. Ça c'est un gros problème. C'est un gros problème. Je vous avoue, personnellement, ne pas m'être attraqué à cette problématique. En fait, je parlais de la mesure d'audience comme un type, évidemment, de KPI, de métrique qu'on va retrouver, qui est même celui qui est le plus utilisé. Mais j'ai aussi indiqué que pour la plupart des marques, la taille de l'auditoire est relativement, comme je le disais, très confidentielle, très petit.
C'est un problème. D'ailleurs, si vous connaissez une technologie ou un produit qui permet de filtrer, vous savez, Twitter va le faire aussi, Facebook, ils vont le faire aussi, mais jusqu'à présent, j'ai plutôt été dans des projets où on se fiait au nettoyage que ces propres plateformes-là faisaient. Je n'ai jamais fait de type de filtrage comme tel. Vous savez, si j'ai un client qui a 10 000 followers sur Facebook et je lui dis qu'il faut qu'il en enlève 2500 qui sont des bots, c'est un peu comme dans le Web Analytics, quand on apprenait aux clients que le 100 000 visites qu'ils voyaient ou le million de pages vues qu'ils voyaient, la moitié venait de robots. Je crois que c'est pas le genre de bonne nouvelle à faire. Mais je n'ai pas malheureusement de produits. Je dois me fier aux plateformes elles-mêmes pour le faire, ouais. On a juste le temps pour une dernière question sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, devant. Vous dites justement de toujours se fier au nettoyage des outils, mais en fait c'est pareil aussi pour toutes les datas finalement on est toujours dépendant de la plateforme et du bon vouloir de l'ouverture de cette plateforme aux datas. En fait. Bah oui, tout à fait. Bah oui, tout à fait. Vous avez utilisé le terme dépendant, hein? Oui. Oui, vous savez, être dépendant de quelqu'un d'autre quand on s'investit autant dans quelque chose, c'est jamais bien agréable. Vous avez raison. On est dépendant de ce que les plateformes font. Un aparté ici, peut-être un commentaire même qui n'a pas vraiment rapport à l'analytics, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on fait sur Twitter ou ce qu'on fait sur Facebook, on le fait sur la propriété privée de quelqu'un d'autre. C'est pas à moi. Alors que son site, tant que vous renouvelez votre nom de domaine et que vous payez l'hébergement, c'est à vous. Alors, vous savez, on est vraiment très, 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 très dépendant. Alors, d'un point de vue d'analyse, évidemment, Facebook, on est dépendant du travail qu'ils font pour la qualité des données. Et on est aussi, évidemment, très dépendant des données qu'ils veulent bien partager. J'y reviendrai en fin de présentation. Moi, je pense que Facebook en garde beaucoup, 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 beaucoup pour eux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux. Tout à fait. On passe à l'autre? Oui, juste avant de passer... Oui. Non, j'ai pas une question. Tout se passe très très bien, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de discipline au moment de la première question et que tout le monde ne lève pas la main avant même que Nicolas ait demandé y a-t-il une question. D'accord, c'est comme dans les jeux à la télé, il y a des règles. Mais c'est pour le Donc bouquin. la prochaine fois, attendez qu'il lève la main, comme ça qu'il ait terminé sa question, et là on commencera à regarder qui gagne un livre. Voilà, il faut inventer des règles, sinon on va distribuer tout le stock. Merci de garder la discipline de la présentation. Donc, on passe à l'autre.